Et c'est le moment de retourner un an en arrière pour revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le segment Throwback du mois d'octobre 2022. Alors oui, 2022, parce que c'est le but du segment, je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis l'an dernier et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Alors comme d'habitude, je commence toujours avec les jeux qui ont quitté ma collection et le mois d'octobre a été un excellent mois, il semblerait, parce qu'un seul jeu a quitté ma collection. Donc je commence avec ce jeu-là, c'est le jeu Wormholes. Alors Wormholes est un jeu de pick-up and deliver, donc de livraison de marchandises où on va se promener aux confins de l'univers. Et le jeu a quitté ma collection, non pas parce que c'est un mauvais jeu, mais bien entendu, bon, j'ai tendance à faire une bonne rotation et après avoir joué 5-6 parties, qui est quand même assez bon dans mon cas, j'ai fini par m'en départir. Alors j'ai trouvé que c'est un jeu qui offrait plusieurs éléments intéressants. Donc premièrement, oui, il y a de la livraison de marchandises, mais on utilise le concept des wormholes, donc des petits téléporteurs. Et là, chaque joueur va placer des wormholes et on peut utiliser les wormholes de l'autre joueur. Ça fait en sorte que le plateau de jeu, malgré qu'il soit grand, on finit par pouvoir se promener et de se créer des chemins assez efficaces. Et là, si on utilise les chemins des autres joueurs, on va également on leur donner des points. Donc, on essaie de faire ça le moins possible et on essaie de placer nos chemins de manière à ce qu'ils soient bien placés. Donc, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. C'est certain que c'est un jeu qui va briller avec plus de joueurs. Donc, plus on est de joueurs, plus il y a de l'action sur le plateau. Donc, j'ai trouvé que le jeu offrait des éléments très intéressants et malgré le fait qu'il n'est plus dans ma collection, j'y rejouerai n'importe quand. Et là, je continue avec une pile de jeux qui ont eu un bon succès, je dirais même. Je commence avec le jeu Challengers. Alors, Challengers est de ces genres de jeux que lorsque j'ai lu les règles, j'ai fait « Non, ça peut pas marcher. » Mais en pratique, ça marche. Bon, faut dire, Challengers est un jeu de 2 à 8 joueurs qui va être une espèce de tournoi. C'est un jeu de bataille où les joueurs vont se construire un deck à travers de partie en partie et vont devoir tenter d'être le grand gagnant du tournoi. Je vais être franc avec vous, je vois pas beaucoup d'intérêt de jouer à ce jeu-là avec un faible compte de joueurs. La plupart du temps, lorsque j'y ai joué, c'est en convention avec 8 joueurs et j'ai eu du fun, c'est incroyable. Donc sur papier, je me disais non, ça marchera pas. Et lorsque j'ai vu comment ça fonctionnait, le fait que c'est tellement simple, c'est simple mais efficace. Et là, le fait que ce qui me dérangeait dans le jeu, c'est que les joueurs vont avoir un deck et là, c'est un jeu de drapeau. Donc, on va tenter de voler le drapeau de l'autre joueur et là, on va révéler une carte. Et là, si on a plus que l'autre, on va voler le drapeau et là, on va révéler des cartes comme ça. Et lorsque on joue au jeu, on n'a pas de pouvoir décisionnel pendant la partie. On va simplement retourner des cartes et de faire en sorte d'essayer de gagner. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'entre les parties, on va pouvoir changer notre deck un peu. Donc, aller chercher des nouvelles cartes et là, ça va donner une synergie à chacun de nos decks. Jusqu'à la fin de la partie, ou lorsque là, à la fin, on va avoir des decks qui vont être quand même assez très différents les uns des autres. Donc c'est un jeu qui gagne à être joué avec un grand nombre de joueurs. Faire ça en tournoi, c'est vraiment génial. L'idée de jouer à 8 joueurs pour une partie qui est tellement rapide, en moins d'une heure, on a réussi à faire ça. On a vraiment le petit feeling d'un petit tournoi. Challengers, un jeu qui m'a vraiment beaucoup surpris. Je continue avec deux jeux. Donc, le premier, c'est Life of the Amazonia, qui est un jeu que j'ai couvert sur Kickstarter l'an dernier. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un prototype du jeu. Et là, je sais que les copies magasins, les copies Kickstarter commencent à arriver également. Là, il y a beaucoup de gens qui ont leurs copies et c'est un jeu absolument magnifique. Donc, si jamais je voudrais classifier ça, je dirais que c'est Cascadia version gamer. Donc, on va devoir tenter de placer des tuiles, de placer des animaux dans différents habitats de manière à créer des écosystèmes et ça fait en sorte que c'est vraiment de toute beauté. Le seul malus un peu de jeu-là, parce que oui, c'est un jeu qui est excellent, mais je crois qu'avec beaucoup de joueurs, ça peut devenir un peu long. Donc, c'est certain que je ne le conseillerais pas au nombre maximum de joueurs, mais j'ai vraiment apprécié couvrir ce jeu-là et c'est un des prototypes que j'ai conservé parce que la copie était vraiment super belle. Je l'ai conservé et je continue de le jouer. Donc, Life of the Amazonia, un jeu absolument magnifique. Le prochain est un autre projet Kickstarter que j'avais couvert à l'époque qui s'appelle Redwood. Alors, Redwood est un jeu de photographie. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le jeu utilise des gabarits. Donc habituellement, les gabarits sont utilisés dans les wargames. Vous savez, là, ces petits, souvent des gabarits avec certaines dimensions, certaines choses comme ça. Et on va se servir des gabarits pour pouvoir aller avoir des angles, pour pouvoir prendre des photos, également des distances. Donc, on va devoir choisir notre gabarit pour que notre photographe prenne des photos et prendre un certain nombre d'éléments qui vont être disponibles dans cette photo-là pour pouvoir les placer. J'ai trouvé que l'idée était absolument brillante. Donc, un jeu de photographie bien réussi. L'idée de prendre les gabarits et de pas
pas nécessairement savoir si on va réussir à le prendre parce que les gabarits ont des formes, donc des angles plus élevés mais moins longs, un angle plus serré mais plus long. Et là, lorsqu'on va le placer, on va devoir tenter d'essayer de réussir à maximiser notre prise de vue. Un jeu vraiment bien pensé. Donc, c'est certain que le petit bémol, c'est que c'est manipuler ces petits gabarits-là tout le temps, c'est pas nécessairement toujours convivial. Je pense que ça demande une espèce il faut être quand même assez permissif parce que oui, ça arrive des fois qu'en plaçant le gabarit, on va déplacer un petit peu le personnage. Donc, tant que c'est pas fait de manière malicieuse, je crois que c'est une bonne chose. Donc, un jeu très original avec un thème vraiment, vraiment joli. Et un autre jeu que j'étais très content d'avoir couvert. Je pense que les copies magasins devraient éventuellement arriver quand même assez bientôt si ce n'est pas déjà fait. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Fun Facts. Fun Facts, c'est un petit jeu de type party, mais c'est le genre de petit jeu que je sors souvent. Bon, moi, dans mon cas, je pense que mes go-to habituellement, c'est des jeux comme So Clover ou Just One. Fun Facts est un jeu qu'on joue tous ensemble. Donc, le but, c'est de réussir à travailler ensemble pour essayer de mettre des choses en ordre. Et là, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a un indice, une catégorie qui va être nommée. Donc, par exemple, combien de paires de chaussures possédez-vous? Bon. Je suis le premier joueur, je vais prendre mon petit marqueur et je vais écrire sur ma petite flèche 5. Je vais le placer au milieu. Et là, les joueurs à tour de rôle vont devoir, parce qu'ils ne voient pas ma réponse, vont devoir tenter de prendre leur réponse qu'ils ont mis et de la cacher et de la mettre. Est-ce que j'en ai plus ou moins que lui? Bon, ma femme, c'est certain qu'elle va le mettre plus haut que moi. Elle a plus de paires de chaussures comme ça. Et là, les joueurs vont devoir choisir où ils placent leur petite flèche comme ça dans cette espèce de grande ligne-là. Et là, les joueurs vont passer à tour de rôle. Et lorsque ça va revenir à moi, j'ai une dernière chance, si je veux, de déplacer et de la placer ailleurs. Parce que le but, c'est de réussir à les placer en ordre croissant. Donc, c'est un jeu qui est sans trop de prétention, pas trop de règles. Ça marche bien, ce genre de petit jeu-là. C'est un bon jeu d'exercice aussi de team building. Donc, c'est un jeu que vous pourriez jouer avec des collègues de travail pour essayer d'amener ça. C'est pas un jeu avec des règles lourdes. C'est pas un jeu qui demande des connaissances. C'est un jeu qui est agréable à jouer et je vais être franc avec vous, souvent des fois quand les catégories sont pas très intéressantes, on change de question, on en prend une autre. J'ai joué plusieurs parties, j'ai joué quand même assez souvent, c'est rendu qu'il est souvent dans mon petit sac pour jouer à des jeux plus légers là, quand que les gens ils filent moins pour des gros jeux de société. Mais Fun Facts réussit le travail. Je continue avec un jeu qui lui a fait beaucoup de buzz et c'est un jeu qui malgré le fait que je l'ai sorti souvent, je n'y ai jamais joué et c'est parfait comme ça. C'est le jeu Ready, Set, Bet. Alors, Ready, Set, Bet est un jeu de course de chevaux où les joueurs vont devoir miser de manière frénétique parce que, habituellement, c'est moi qui anime la course. C'est un jeu que j'adore parce que oui, je le sais, on pourrait prendre une application qui fait la course, mais j'ai beaucoup trop de plaisir à animer ce jeu-là. Donc, je suis là avec mes dés et je brasse et j'anime une course endiablée de chevaux pendant que 8 autres personnes sont debout autour de la table et font des mises en temps réel parce que oui, c'est un jeu où on va devoir miser sur les différents chevaux. C'est un jeu que je sors à toutes les conventions. C'est un jeu que les gens viennent me voir pour me dire « Hey Sylvain, c'est quand tu joues à Ready, Set, Bet. Je veux être là. » C'est un jeu également qui me fait perdre la voix à chaque fois que je m'en vais dans une convention et que je joue à ce jeu-là. Je finis par perdre un peu la voix, mais c'est pas grave. C'est rendu un happening et j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Donc, chaque fois qu'il y a des conventions qui arrivent, je le traîne dans ma valise, c'est certain. Les gens viennent me voir aussi, j'espère pas le manquer. Et si jamais, bon, des fois, ils passent et là, ah non, j'ai manqué la partie, je vais essayer de me reprendre. Je pense que c'est rendu un happening, c'est rendu un show que j'aime donner de jouer à Ready, Set, Bet. Je continue avec un jeu qui est très coloré qui s'appelle Puzzle Strike 2. Alors, Puzzle Strike est très, très coloré. D'ailleurs, le marqueur de premier joueur est un sceptre, beaucoup trop grand, qui fait de la lumière, complètement inutile. Bon, là, c'est Puzzle Strike 2. J'ai joué dans le passé à Puzzle Strike 1, qui était un jeu de chip building. Donc, on avait des petits, c'est comme une espèce de deck builder, mais avec des petites cartouches, donc des petits chips qu'il y avait en carton. Mais c'est un jeu que je trouvais très intéressant. C'est un jeu qui a un look très, très manga, très, asiatique, je dirais. Donc, Puzzle Strike 2 est vraiment un jeu qui a été refondu, mais là, on a droit à une espèce de Candy Crush de board game, parce qu'on a du matériel magnifique, donc des belles gemmes qu'on va placer, et c'est un jeu de cochonnage solide. Donc, on va mettre des bâtons dans les roues, puissance 1000 aux adversaires, parce que si le but, c'est de réussir à faire cracher les autres joueurs. Je dirais que, je sais pas si vous connaissez le jeu Tetris Attack dans le temps. Bon, c'est un jeu où les deux joueurs allaient de Tetris, et lorsqu'on faisait des lignes, on faisait
faisait apparaître des blocs par rapport de l'autre côté pour essayer d'embêter l'autre joueur. Donc Puzzle Strike, c'est vraiment ça. C'est un jeu où on va devoir réussir à aligner des gemmes pour pouvoir faire des combinaisons, pour pouvoir embêter l'autre, ajouter des choses et de faire en sorte qu'il réussisse à exploser. Donc c'est un jeu qui est très agréable à 2 joueurs, un jeu très intense. Lorsque le jeu offre tellement de modes de jeu, on peut jouer en équipe, on peut jouer ça. Seule affaire, c'est que lorsqu'on joue en free-for-all, donc tous contre tout le monde, il y a une espèce de mode de fin de partie que lorsqu'un joueur est éliminé, pour éviter que la partie continue trop longtemps, on passe à un mode sudden death, donc mort fatale, mort finale. Et là, je trouve que j'avais un petit bémol là-dessus. Mais sinon, Puzzle Strike, c'est très rose, c'est très pastel, on a l'impression d'avoir un jeu pour enfants, mais non, c'est vraiment un jeu chien. Donc Puzzle Strike, un jeu vraiment génial. Et le seul bémol et le seul problème, c'est que la boîte est un petit peu trop grosse pour rentrer le sceptre par rapport. J'aurais aimé ça avoir une boîte plus petite et peut-être que ça aurait été plus accessible aussi parce que bien entendu le prix est en conséquence, donc un peu cher à cause du petit sceptre par rapport dans la boîte. Je continue avec une petite boîte, cette fois-ci c'est avec un jeu qui s'appelle QE. Quantitative Easing. Alors, QE est un autre jeu favori de ma part pour des jeux de convention parce que c'est un jeu qui gagne à être joué avec 4 ou 5 joueurs. C'est un jeu où on va devoir tenter de miser pour obtenir différentes tuiles et là, les tuiles vont pouvoir nous permettre des collections d'ensemble, de pouvoir faire des points. La twist, c'est que pour miser sur ces tuiles-là, on a un chéquier en blanc. Donc, tous les joueurs vont mettre de l'argent comme ils le désirent pour pouvoir acheter les tuiles. Le bémol, le problème, c'est qu'à la fin de la partie, le joueur qui a dépensé le plus est complètement éliminé. Donc, chaque partie de QE est tellement différente parce que les parties commencent habituellement avec des montants qui sont assez bas. Ah, je vais mettre 500$, je vais mettre 5000$, et ça finit en millions de dollars, mais il faut faire attention parce que si un joueur décide de sauter la banque, à un moment donné, ça se pourrait que les autres fassent comme « Ah ouais, ok ». Parfait, excellent. On va redescendre un peu. Donc, c'est certain que c'est vraiment une ambiance, c'est une expérience autour de la table. C'est difficile d'être bon à ce jeu-là. On peut voir un peu la table, essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai récemment acquis l'extension que je n'ai pas essayé encore, qui rajoute des commodités. Donc, le deuxième joueur, donc le joueur qui n'a pas remporté la mise, mais qui sera arrivé deuxième, va avoir un petit bonus. Donc, c'est vraiment un jeu qui gagne à être connu. Je continue avec le jeu Can't Stop. Can't Stop est un jeu du légendaire designer Sid Saxton qui date de, je pense, des années 80. Donc, le début des années 80 et je n'avais jamais joué à Can't Stop. Alors, c'est un jeu de pousse ta chance. Et c'est la quintessence du jeu ultime de pousse ta chance. Parce que dans Can't Stop, on va devoir tenter de réussir à apporter notre petit marqueur de l'autre côté. Et là, il y a différentes combinaisons, donc de 2 à 12. Et lorsque c'est notre tour, on va brasser 4 dés. Et on va devoir faire 2 combinaisons avec ces dés-là. Donc, peu importe la combinaison qu'on va faire, et on va avancer nos petits marqueurs. La twist, c'est que si jamais on brasse des dés, parce que là, on a 3 avancées possibles qui peuvent être faites. Donc, on a 3 petits marqueurs temporaires. Mais on décide, est-ce qu'on arrête? Donc, si on arrête, on va monter notre pointeur justement où est-ce que ces petits marqueurs temporaires-là sont là. Mais si jamais on décide de pousser, et ça se pourrait qu'à un moment donné, on ne puisse pas faire 2 combinaisons avec les valeurs qu'on a, ça va faire en sorte qu'on va perdre notre tour. Donc, c'est le jeu ultime de pousse ta chance, un jeu qui a eu énormément de succès autour de moi. C'est un jeu qui est le fun à jouer. Il y a un petit côté très addictif, on a le goût d'enligner les parties une après l'autre. Donc, c'est un jeu qui a 40 ans, plus de 40 ans, et il tient encore très bien la route. Can't Stop, d'ailleurs, c'est la nouvelle version que j'ai jouée, que je vous invite à essayer si jamais vous ne connaissez pas ce classique. Je continue avec un jeu qui s'appelle Splendor Duel. Alors, Splendor est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs la version Marvel que j'apprécie énormément. Et lorsque j'ai vu Splendor Duel, je me suis dit, comment ils vont faire pour bien amener ça, parce que Splendor est un jeu que je joue à 2 souvent et que j'aime énormément, même à 2 joueurs. Et lorsque j'ai vu la version duel, je me disais, est-ce que le jeu va réussir à se démarquer? Et je crois que oui. Je pense que les 2 jeux peuvent également coexister, parce que la twist, c'est que Splendor Duel, on va avoir un plateau. Donc, sur le plateau, il va y avoir les différentes gemmes, et là, on a une espèce de twist pour les ramasser. Je trouve que le jeu se démarque assez bien en gardant le petit côté de revenez-y de Splendor, parce que on se le cachera pas, Splendor est un petit côté d'engine building très simple à montrer, et c'est un des premiers jeux, je pense que c'est un jeu qui est facile d'accès, et d'avoir la version duel qui nous offre des petites possibilités comme ça, j'ai trouvé que le jeu était très bien pensé. Ça fait en sorte que les 2 continuent de coexister dans ma ludothèque.
Et ça fait donc le tour maintenant de mon throwback du mois d'octobre. Alors un mois avec d'excellents jeux, beaucoup de jeux que je sors encore régulièrement, plusieurs jeux de convention aussi, des jeux d'événements qui méritent d'être joués à plusieurs joueurs et qui, malgré le fait que j'ai peut-être pas l'occasion de jouer à 5 joueurs à chaque semaine, mais c'est des jeux qui restent dans ma collection parce qu'ils font très très bien la job. Maintenant, je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a des jeux là-dedans que vous avez joués? Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux le savoir. Écrivez-le dans les commentaires. Je trouve ça toujours très très agréable de pouvoir vous lire. Donc c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!